salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou devant un lieu absolument extraordinaire. On va arriver dans quelques secondes au pont canal de Béziers. C'est un pont où passe le canal du Midi. Et figurez-vous que ça marque le point de départ de mon nouveau voyage. Après Béziers, je vais aller à Toulouse et ensuite je vais parcourir tout le canal du Midi jusqu'à l'Étang de Thau, pas loin de Sète. Et donc je m'attends à un voyage vraiment spécial, assez extraordinaire, assez varié niveau paysage. Et je crois qu'il y a des gens vraiment forts en gueule, comme on dit, avec un gros caractère qui m'attendent. Donc je crois que je vais vraiment bien me régaler. Bon les amis, je vous présente Sarah, c'est la capitaine du navire. Salut Sarah. Salut. Ça va? Ouais. Dis donc c'est magnifique cette navigation, on se régale là. C'est plutôt un régal. Travailler comme ça, c'est le bonheur. Même pour toi qui es là tous les jours Oui, même pour moi. Ouais, vraiment, j'ai un équipage de filles en plus. J'ai vu ça. C'est vraiment sympa. Tu sais pourquoi on a construit un pont comme ça à l'époque du canal, qui surplombe une rivière? Oui, parce qu'avant, les bateaux, ils devaient passer par la Garonne et c'était ultra compliqué. Et donc ils ont fait une petite dérivation pour passer au-dessus. Donc c'est un peu plus simple, mais quand on parle en même temps, pas forcément. C'est plus compliqué. Voilà, c'est bon. J'adore Axel, elle me regarde. Franchement, bravo. Elle est toujours là. C'est impressionnant de te voir manœuvrer dans tous les sens là. Hein. Ouais. C'est sportif quand même. Ouais. Tu le passes combien de fois par jour? 2 fois. Non, 4 fois. 4 fois. Elle est toujours en train de rire. Hein. Il y a une bonne ambiance sur ce bateau. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on rigole beaucoup. Moi, je suis trop content de commencer mon voyage comme ça. Hein. Un peu d'action, un peu d'adrénaline. Après, tu sais, normalement, je vais le remonter en mode slow, ce canal du Midi, à la cool, en prenant Ah oui, mon c'est temps. vrai, pendant plusieurs jours. Voilà. Ça, c'est super. Ça, c'est un super voyage. Bon, si Sarah le dit, c'est que c'est vrai, les amis. J'ai hâte de voir ça. Il y a une vie incroyable sur ce canal. Hein. De Toulouse à la Méditerranée. À l'époque où ça a été construit, ça a dû être vraiment presque comme à l'époque des pyramides. Le canal du Midi impose son rythme. Ah, moi, c'est ça qui me plaît, hein. C'est cette vitesse. On a le temps d'apprécier les choses. Moi, je n'avais jamais encore dessiné le canal, donc c'est une belle expérience aujourd'hui. Et inspire les voyageurs. Je trouve que c'est le meilleur spot avec le canal qui part en se rétrécissant, donne une impression de partir vers la mer. Nous allons faire 5 jours de promenade en fanfare, s'arrêter dans 4 villages différents et jouer de la musique et faire la fête. Ismaël Khedifa. Et donc je vous présente Fabien, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, et t'es un enfant du coin aussi. Ouais. On est parti sur le canal du Midi pour le côté un petit peu aventure. Il y a tellement de choses à voir autour qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Accepte tous les défis. Oh, j'en ai plein les bottes. On est installé au bord du canal du Midi. On est sans doute la seule librairie installée au bord de ce canal. Il y a toujours du monde ici, oui, toujours. Quand on vient visiter la région, si on ne mange pas le cassoulet, même en été, c'est pas la peine. Et comme je dis, un cassoulet, plus c'est gros et meilleur c'est en fait. Welcome to the canal du Midi. Bon voilà les amis, j'y vais mais j'ai peur. Le premier arrivé? Avec le vélo, faut que ça suive. Allez, premier arrivé. Alors que Ismaël retente une échappée. Il va le doubler sur la gauche. Vincent ne voit rien venir, mais il résiste jusqu'au bout. Bien joué. T'as bien tenu quand même. Ah bah ouais, c'est cool hein. Ça fait du bien de commencer ici là.
dans la verdure, au milieu des canaux. Moi, je suis super heureux de débuter ce périple par Toulouse. C'est une ville que j'adore. Moi aussi, c'est ma ville natale, donc je suis très content de te la présenter. J'ai toujours vécu à Toulouse. J'ai fait mes études à Toulouse et je compte y rester quand même. Ah ouais, c'est une belle carrément. ville. Mais t'as quel âge? J'ai 25 ans. Et à 25 ans, t'es déjà convaincu que tu resteras ici? Oui, mais pas forcément dans Toulouse. Je peux aller un peu plus loin, mais c'est une ville qui me plaît. Pour moi, Toulouse, c'est vraiment le centre névralgique du canal du Midi. Ben, c'est exactement ça. En fait, le canal du Midi, il débute ici. Il va jusqu'à 7. Ok. Donc sur près de 240 km au moins. Et Toulouse, c'est là où tout débute. C'est quoi le bruit de cascade qu'on entend là? Ben, ça, c'est le Bazac. C'est une sorte de petite cascade en plein milieu de la Garonne. Ah oui, je la vois. Ça fait beaucoup de bruit, c'est assez apaisant quand même. Ouais, c'est clair. Bah, tu vois, ça, c'est plus dans le mood de mon voyage là. Ouais, tu m'étonnes. J'ai décidé de le parcourir en mode slow travel, comme on dit en bon français. Prendre le temps d'être au bord du canal, le ressentir. Ouais, je suis ravi, moi, de te faire découvrir cette première étape de ton voyage, du coup, à Toulouse. Avec un amoureux de la ville. Eh oui, ça oui. Ah, le Capitole. Ça, c'est la place centrale et mythique de Toulouse. C'est là où il se passe tout. Oui, c'est là où on fête les victoires du Stade Toulousain. C'est vraiment le centre de la ville. C'est rare, ça, les victoires du Stade Toulousain en rugby, non? Quelquefois. Le club le plus titré de C'est France. assez rare. Si on peut s'arrêter juste là, j'ai un petit truc à te montrer. Ok. C'est quelque chose que je faisais enfant. Ouais. En fait, au centre de la place, il y a la croix occitane et il y a les 12 signes astrologiques. La petite tradition, c'est de faire une photo sur ton signe astrologique. D'accord. T'es de quel signe? Moi, je suis Balance. Eh bien, on peut aller chercher le balance? Eh ben, allez, allons-y. On peut laisser les vélos, là, comme ça? Oui. Cool. Alors, Balance. Ah bah tiens, c'est juste là. What is it? Ah oui, le voilà. Et on fait une petite photo, c'est ça? Une petite photo? Je te fais bah, une je petite veux bien. photo. Regarde, je me mets sur mon signe. Tadam! Parfait. C'est bon, tu l'as? C'est bon, je l'ai. Fais voir? Bah, c'est pas impeccable, c'est cool. Bon, c'est quoi la suite du programme? Bah là, on va aller poser les vélos et Ok. je vais t'amener à mon club d'aviron et je vais te faire découvrir ce sport. Fabuleux. On y va? Fabuleux. Tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de bateaux, Vincent? Moi, je pensais qu'on allait partir tous les deux faire de l'aviron tranquille sur le canal du Midi, là. Non, là, on organise une randonnée. Donc, on est 5 bateaux à partir. Ok. On va faire une petite étape du rallye du canal du Midi et on va se faire plaisir. C'est quoi le rallye du canal du Midi? Alors, c'est un peu le même chemin que tu fais. Donc, on part de Toulouse et on va à Agde, sauf Ok. qu'on le fait entièrement en aviron. Ça dure une semaine. Ça va être trop sympa. Bonjour, messieurs, dames. Je me mets où, moi? Tu peux te mettre au 4 derrière. Allez, ça va. Allez, on essaie d'être ensemble avec Flo. Quand il met la rame dans l'eau, on met la rame dans l'eau. Et quand il la sort, on la sort. Tranquille, détendu. La poignée de la rame, c'est comme un petit oiseau. Il faut la tenir dans la main, mais sans l'écraser. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pas si simple. hyper concentré, c'est super dur. Tu sais, quand tu vois ça de l'extérieur, t'as l'impression que je t'ai juste poussé sur des rames. Bonjour. Bonjour. C'est magnifique, Vincent, là où on est. Là, c'est J'adore. super. Hein. Pourtant, on est juste aux portes de Toulouse, finalement. Oui. Mais au final, on peut découvrir des paysages très agréables sans trop s'éloigner. Tu nous embouches un coin, hein, Ismaël, hein, vraiment. Hein. Ah bah, c'est gentil, hein. Est-ce que vous vous rendez pas compte le niveau de stress que j'ai? Ah, Ah, et c'est bon. Ouais, bah voilà. ça, c'est parce que... Voilà. On l'a déconcentré. Attends, il a fait une fausse pelle. On va attendre. Hein. Le 3, tu... Voilà, bon, c'est bon tranquille, tranquille. Voilà. En fait, il faut être très cool, finalement. Toujours très cool. Quoi qu'il t'arrive, il faut être très cool. Et on a combien de kilomètres à faire comme ça? 17. 17. Ouais. Allez. Ah oui, d'accord. 17, retour.
Ouh là là. Ah ouais, Là, il nous faut une petite accélération. Ah oui, je comprends quand tu dis qu'on va pas très vite de l'autre côté. Après, ce qui est bien avec l'aviron, c'est qu'on peut soit se balader, aller doucement et profiter, et on peut aussi faire de l'intensité et forcer et aller vite. Les deux sont possibles, et on peut alterner les deux surtout. On va pas tarder à accoster. Là, on va arriver sur la première écluse, donc on va un petit peu ralentir. On force pas du tout. Donc un bateau d'aviron, on ne prend pas les écluses comme un vrai bateau. En fait, on va sortir le bateau, faire le tour de l'écluse et remonter dedans après. Ah ouais, d'accord. Quand je vous le dirai, on rentrera à la pelle droite et on la passe le long du bateau derrière nous. Ça, hop là. J'ai un petit chariot. 2, 3, sortez. Sors par où? je le tiens. Tu en gardes un ici. Yo, merci les gars. Et on est bon. On lève 1, 2, 3. C'est qui sont? Allez, on pose Ok. et on avance. Incroyable. Et pour remettre à l'eau, on fera exactement la même chose dans l'autre sens. Laisse passer les 3-4 voitures, Rémi. On descend direct à droite, là. Merci. Pas trop vite. Merci. Les gens, ils doivent halluciner quand ils nous voient passer. Allez. Le canal, c'est un moment où tu fais une pause dans ta vie. Quand tu viens ici, ça ralentit le rythme. Donc c'est là, tout le monde prend son temps. Là, passer des écluses, c'est pareil, ça prend du temps. On prend son temps ici. Ouais, mais c'est ce que j'aime dans votre approche, là, c'est que tu vois, dans tous les bateaux qui nous entourent, il y a tous les âges. C'est un sport qui prend tout le monde. Ouais. Il prend aussi les personnes en situation de handicap, tout le monde peut monter sur un bateau. Ah, mais je comprends. C'est vraiment ce que je ressens. Drummers playing on the street, crowds of people dancing to the beat. All the little things that I can Allez, on tend les bras, on place le corps en avant et on plie les jambes après. living the good life. Oh, I'm living the good life. The good, good life. Ah, quand c'est bien ensemble, c'est super. Il y a une vie incroyable sur ce canal. Hein. Il se passe plein de choses, oui. Puis il fait frais avec tous les platanes, là, c'est super. I'm living the good life. Oh, I'm living the good life. The good life. À une vingtaine de kilomètres de Toulouse, le château de Bonrepos fut la demeure de Pierre-Paul Riquet, un collecteur d'impôts devenu le concepteur du canal du Midi. C'est ici qu'il imagina ce qui allait devenir le deuxième plus grand chantier sous Louis XIV, après celui du château de Versailles. Là, vous allez directement à la chaise. Mais ici, au château Bonrepos-Riquet, est né le canal le plus connu au monde. On prend la plume. Canal royal du Languedoc. Tourne la page et on écrit. Et on ne cesse d'écrire. Ces comédiens amateurs préparent un spectacle sur la genèse du canal du Midi au XVIIe siècle. J'ai l'impression de ne rien faire. C'est pas grave. Là, vous Tous les deux, on joue Pierre-Paul Riquet. Les jours pairs, c'est mon ami Frédéric, et les jours impairs, c'est Marc. Voilà. Tac, tac. Le spectacle revient sur le grand défi auquel a été confronté Riquet. Et là, il y a la danse qui s'organise. Oh, je vous le dis, la vraie question, c'est la captation de l'eau. Ce qui obsède Pierre-Paul Riquet, c'est le problème de l'eau. Il a réussi à comprendre que c'était par le ruissellement qu'on pouvait avoir de l'eau tout le temps et ensuite à la capter, à la conduire jusqu'au canal. Alors pourquoi il a acheté ce domaine? Pas pour construire un château, mais parce qu'en contrebas de ce domaine, il y a une spécificité géologique, c'est-à-dire qu'il y a un vallon et dans ce vallon, il va imaginer ce fameux canal du Midi. À l'abri des regards, il a travaillé pendant des années sur la faisabilité de ce canal. Aujourd'hui, le système de retenue d'eau ne fonctionne plus, mais à l'époque, Riquet a expérimenté ici la manipulation de grands volumes d'eau. Il va transformer cet espace qui était un espace avec beaucoup de viviers et beaucoup d'eau pour pouvoir créer en amont un bassin réservoir où il va stocker cette eau qui sera nécessaire pour alimenter le bassin canal, pour assurer un certain niveau d'eau, une certaine hauteur d'eau pour assurer la navigabilité des bateaux, qui est l'objectif du canal du Midi. Grâce à ses essais, Riquet est parvenu à convaincre Colbert et Louis XIV. Le chantier commence en 1666.
Il durera 14 ans et mobilisera 12 000 ouvriers. À Béziers, les 9 écluses de Foncérane forment l'ouvrage le plus spectaculaire du canal du Midi. Tel un escalier d'eau, ces 9 bassins en enfilade permettent de franchir un dénivelé de 22 mètres. Ça va et toi? Maude travaille sur ce site d'exception depuis 4 ans. Il y a plus de risques de faire des mauvaises manipulations que sur une écluse simple. Là, je suis en train de remplir le premier bassin pour que le bateau suivant puisse rentrer au plus vite. Et en train de vider celui-ci pour que la péniche, celle qu'on voit ici, puisse continuer son parcours. Et après ça, voilà, mon collègue va prendre la relève avec la péniche et moi, je vais aller chercher le bateau qui arrive là, le deuxième bateau passager. Chaque année, le site attire des dizaines de milliers de curieux venus admirer la complexité de l'ouvrage. À l'époque où ça a été construit, ça a dû être vraiment presque comme à l'époque des pyramides. Parce que là, aujourd'hui, c'est des moteurs électriques. Mais à l'époque, tout ça se faisait à la main. Charlotte connaît par cœur l'histoire de ce canal qui a révolutionné le commerce dans le sud de la France. Avant la création de ce canal, la circulation était très complexe. Quand on avait de la marchandise de Méditerranée, qu'il fallait faire transiter vers la façade atlantique française, la seule solution était de descendre jusqu'à la péninsule ibérique et au détroit de Gibraltar. Donc déjà, ça faisait un grand détour. Et en plus, le roi d'Espagne, à cette époque-là, faisait payer un péage assez important. Mais ce qui a vraiment motivé Colbert, donc, qui était le Premier ministre de Louis XIV, c'est de supprimer cette taxe. Pourtant, le canal a failli ne jamais être terminé. En 1679, Riquet se heurte à une colline. Il refuse de la contourner et choisit de faire passer son canal dessous en creusant une voûte. L'idée déplaît à Colbert qui veut arrêter le chantier. Riquet ne va pas se laisser impressionner. Lui, il est déterminé. Il va employer des terrassiers, des artificiers locaux pour travailler sur cette colline. En moins de 8 jours, ils vont réussir à creuser les 170 mètres du tunnel. Et quand les envoyés de Colbert arrivent, ils sont mis devant le fait accompli. Riquet a insisté et Riquet a eu raison. Et donc, on a pu agrandir ce tunnel pour laisser passer les bateaux sur le canal royal. Le tunnel du Malpasse est le premier tunnel-canal jamais construit. Quelques mois plus tard, les bateaux de marchandises l'empruntent pour la première fois. Aujourd'hui, 200 000 plaisanciers profitent chaque année de cette voie d'eau, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Des aménagements sont parfois nécessaires, comme dans le port de Béziers. Quand le canal a été construit, c'était pour essentiellement du fret. Il y avait déjà bien moins de bateaux. Et là, aujourd'hui, l'essor de la plaisance a fait que c'est des bateaux d'habitation. Et donc, il faut répondre à ça avec des équipements qui permettent de préserver le canal. Aujourd'hui, on va terminer de planter ce petit bout, on va mettre des ganivelles pour protéger, mais ce côté reste très champêtre. Réhabilitation des rives, installation de bornes pour l'eau et l'électricité et d'une station de dépotage. Grâce à ces travaux qui ont duré 7 mois, le port de Béziers va pouvoir proposer 2 fois plus d'emplacements. L'objectif était d'augmenter la capacité d'accueil du port, mais aussi vraiment de conserver cet aspect patrimonial, de conserver les écluses, de conserver la pierre du port, mais tout en permettant au vélo, à la mobilité douce, aux usagers de profiter de cet espace et à la fois que le quartier se développe. Près de 350 ans après sa création, le canal du Midi reste un moteur important du développement de la région. Ah, il fait du bien ce petit café. Tu veux un biscuit? Ah bah ouais, je veux bien, allez, des petits biscuits. Yes, ok. Merci de m'offrir ce petit café là. Et comment est-ce que vous avez découvert le canal du Midi alors tous les deux? Je crois que nous l'avons d'abord vu à la télévision. Puis nous avons navigué d'Angleterre jusqu'ici sur le yacht. Et on a tellement aimé ce canal, mais le yacht était secoué. Donc nous l'avons revendu et on a acheté un bateau en acier, mieux adapté pour les canaux. Et on a repris notre voyage. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît alors sur ce canal? Parce que vous auriez pu aller ailleurs, en France ou même en Europe.
La paix, la tranquillité, les gens adorables, la nourriture, le vin. Que ne pas aimer? Ah, mais tu es là, Ismaël. Ah, le voilà. Je suis là. Salut Fabien. Salut, ça Je va? me suis fait des amis. Mais je vois. Qu'est-ce que ils t'ont fait le café? Bah ouais, écoute, c'est Jeff et Shirley, un couple d'Anglais qui vivent une partie de l'année sur le canal. Nice to meet you. Ils ont l'air plus sympas que les Anglais que j'avais l'habitude de rencontrer sur les terrains quand même. C'est pas faux. Et je crois que tu les traitais pas de la même manière. Non plus. Des petits plaquages. Voilà. Des petits bourre-pifs, des choses comme ça. La notion de bienvenue en France était un peu différente en fait. Et donc je vous présente Fabien, donc ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Tu as eu pendant longtemps d'ailleurs le record du nombre de sélections comme capitaine. Oui, je l'ai toujours. Et Capitana, c'est Thierry de Soutor maintenant. Ouais. Ça va, tu le vis bien? Oui, très bien, c'est un ami. Bah oui, c'est clair. Et tu es un enfant du coin aussi? Ouais, un petit village là, juste derrière, Gibel. Un tout petit village, 160 habitants. C'est un peu mon coin ici, voilà. Bah merci beaucoup, hein, Jeff, Shirley. À bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. Bon, t'as ton vélo, j'ai mon vélo. Let's go. Allez. Allez, c'est parti. Goodbye. J'adore les petits moments comme ça, là. Ouais. De bon matin, c'est hyper sympa. Tu vois, l'ambiance qu'il y a ici, Fabien, c'est exactement ce que je voulais vivre en venant sur le canal. C'est ce côté très doux, très bucolique, très calme, très sain, presque. En fait, tu pratiques le canal un peu comme tu veux. On va croiser des cyclistes qui viennent préparer leur compétition. On va rencontrer des personnes âgées qui marchent très tranquillement, des enfants le week-end. En fait, on a de tout en fait, au bord de ce canal. Ça, c'est, tu vois, le canal originel, on va dire, avec les platanes. Et on vient de passer toute une partie qui a été abattue. D'accord. Et qui a été replantée avec d'autres essences. Parce que malheureusement, il y a le chancre coloré, qui est un champignon qui vient attaquer les platanes. Ok. Et il n'y a pas de remède contre le chancre coloré. Donc la seule façon de le ralentir, parce qu'on ne peut pas l'arrêter, c'est d'abattre les platanes infectés et puis de replanter d'autres essences. Et je crois que c'est la mission de notre génération, finalement, de faire en sorte qu'on continue à vivre le canal comme on le vivait, comme on l'a toujours vécu, finalement. Mais comment on peut faire pour y prendre part? Parce que j'imagine que tu viens pas avec des sachets de graines de platane que tu jettes au hasard. Ben en fait, tout le monde peut participer. Il y a plein d'événements qui sont organisés tout au long de l'année pour la replantation du canal. On peut aussi aller sur le site, replantons le canal du Midi, parce qu'on a besoin de dons, parce qu'en fait, ce qui coûte cher, c'est pas tellement l'abattage et le brûlage et la replantation, c'est aussi qu'il faut consolider les berges, parce que les racines des platanes avaient cette fonction-là, justement. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cet endroit, Fabien? Eh bien, c'est un passage, en fait, où c'est le canal qui passe au-dessus d'une autre rivière. Waouh! Et j'ai l'impression que tu es vraiment très attaché à cet endroit, Fabien. Bon, faut dire que tu as grandi aussi sur les berges du canal. C'est exactement ça. En fait, ici, on vit le canal sans s'en rendre compte, finalement. Parce que quand t'es gamin, tu viens pêcher, jusqu'à y plonger, quand on gagne un titre de champion de France. Donc voilà, il y a tout un tas de moments, en fait, dont on se souvient. Pas parce que c'est le canal, parce qu'on y a vécu des choses, en fait. On y a ressenti des émotions. Hein. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Regarde comme ils sont bien les pêcheurs là. Ouais. Bonjour messieurs. Quand même. Mais quand même quoi. Il y a 1 heure qu'on vous attend. Ouais, c'est ça, ouais. 1 heure, c'est tout? On m'avait dit qu'ils seront là vers 11h30. Apparemment, vous n'êtes pas mort de faim. Hein. Non, ça va. Tout va bien. Ouais, non, mais nous, ce qu'on voulait, c'est manger les poissons.
Alors, le poisson... Tu viens dans la maison. Bon, allez. Bon, normalement, c'est mieux aménagé que ça quand même. Ouais, c'est ça. Du canal. Ça, vous auriez pu faire des petits escaliers ou quelque chose, quoi. Là, je sais pas. Je crois pas. C'est celui-là qui est... Oh, attention. Faites gaffe, il est pas mauvais en plaquage. On vous accueille à Avignonnet, ça nous fait bien plaisir. Salut. Aussi, ça nous fait bien plaisir. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va, ouais. Mais vous êtes équipés comme des champions, combien vous avez de cannes? Ben, là, il y en a 7 et lui, il pêche au leurre. Ah, au lancer. Ouais. C'est un appât bien particulier, ça, quand même. Hein, oui, tout à fait. Mais comme on savait que vous alliez venir, on a dit on va ouvrir une spécialité. Ah. Eh bien, écoutez, merci pour l'accueil, c'est formidable. Mais c'est bien, oui. C'est de la saucisse de Toulouse, ça, ou c'est non, quoi? c'est du boudin de Laconne. Ah, voilà. Laconne, c'est les hauteurs du Tarn. Et en fait, c'est pas exactement la source de l'eau du canal, mais c'est dans ce coin là-bas, en fait. Voilà. D'accord. Ça vient du nord-est, en fait, les eaux du canal. Elles sont récupérées dans la montagne noire et elles descendent jusqu'ici. Le Lampi, les Camazes, jusqu'à Norouz. Et là, Riquet avait fait le partage des eaux. C'est-à-dire, il y a des eaux qui partent vers la Méditerranée et des eaux qui partent vers l'océan. Mais il y a un truc qui m'impressionne, c'est que ce fameux Riquet, qui est le fondateur de ce canal, tout le monde le connaît et en parle comme si c'était un membre de la famille, quoi. Enfin, je trouve que vous êtes très lié à l'histoire de votre lieu. Tout est de Riquet ici. Tout ce qu'il y a à bord du canal, les fermes, les pierres, tout c'est Riquet, quoi. Et alors, vous êtes complètement attaché à ce lieu, quoi. Parce que c'est ce que je disais à Fabien, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a l'impression que ce canal, il vous coule dans les veines aussi, quoi. Moi, quand j'étais gamin, je m'amusais à compter le nombre de péniches. Jusqu'à 174, j'en ai notifié. Des nombres de péniches. Surcouf, Belleport, Le Provence. J'ai un bouquin que j'ai retrouvé chez mes parents. C'est rigolo, ça. C'est rigolo, ouais. Et est-ce qu'il a évolué, ce canal, alors? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la même activité? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce passé? Il n'y a plus le transport des céréales. Céréales, le vin, il y avait les pinardiers qu'on appelait, là. Voilà, ceux-là, ils n'y sont plus. Maintenant, c'est le paysage, quoi. Ouais, c'est un canal qui est toujours en mouvement, finalement. Oui. Enfin, si je reviens dans 20 ans, je vais voir encore quelque chose de nouveau, d'autres usages. Peut-être que l'usage de transport sera reparti. Ouais. J'aime bien ce moment parce qu'il y a de la convivialité, il y a des vrais sujets, hein, quand même, et puis il y a l'amour de ce coin, quoi. Finalement, c'est ça qui vous lie tous. Nous, on y est attachés, quoi. Hein. Vous venez qu'ici pêcher ou vous baladez un peu? Ici, là, on a plein de sujets possibles. Hein. Même si vous ne craignez pas trop le soleil, on peut s'installer au-dessus du pont. Bon, là, j'ai préparé 3 dessins. Ça, c'est une Spécialiste des carnets de voyage, Elisabeth organise régulièrement des ateliers de peinture autour du canal du Midi, au sud de Toulouse. Voilà, vous cachez avec une feuille comme ça, vous ancrez et hop, vous le posez comme ça. Je trouve que c'est le meilleur spot avec le canal qui part en se rétrécissant comme ça vers... qui donne une impression de partir vers la mer très loin là. D'ailleurs, je l'ai appelé mon petit coin de paradis. Les peintres en herbe choisissent leur sujet et leur emplacement. À l'aquarelle, elles tentent de saisir les paysages et l'atmosphère du canal. J'ai décidé de me concentrer sur le pont, sur les perspectives, les reflets de la brique dans l'eau. Je n'avais jamais encore dessiné le canal, donc c'est une belle expérience aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, ça serait de mettre une petite silhouette. Tu vois les gens qui passent. Oui, là, il y a quelqu'un avec un parapluie. Oui, mais voilà, tu indiques une silhouette là, ça donne l'échelle du sujet que tu as dessiné là. Venir ici, c'est se donner une petite bulle d'oxygène. On a aussi des vies peut-être un petit peu rapides. Et ici, on a la lenteur. On est au rythme de la peinture, qui est une activité vraiment de calme, de sérénité. Tôt le matin, ces enfants profitent aussi du canal du Midi, avec un peu plus d'agitation. Mais je l'avais, Chloé est en train de distribuer les serviettes. Alors vous allez vous taire, la regarder et lui répondre, parce que sinon elle va pas déjeuner. Allez, c'est parti, Chloé. On est une petite école du Cantal, de 2 classes. Et
on est parti sur le canal du Midi pour le côté un petit peu aventure. Parce qu'il y a tellement de choses à voir autour qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Âgés de 4 à 10 ans, les élèves passent une semaine sur une péniche dans le cadre de leur classe découverte. Pour la grande majorité d'entre eux, c'est une première. J'ai mon papy qui est marin, mais sinon j'ai pas trop l'habitude d'être sur une péniche. Au début, il y avait un peu de stress, mais maintenant, il y a un peu moins de stress. On commence à avoir un peu l'habitude, c'est un peu mieux. C'est bien parce que ça fait prendre l'air déjà le matin et ça fait du bien. À bord, les enfants apprennent à vivre ensemble 24 heures sur 24 et partagent les cabines. Elle est bizarre. Moi, je suis juste en bas là. En fait, elles ont toutes des positions parfaites. Personne ne reçoit des doudous. Moi, je suis celle qui reçoit des doudous. Celle qui, en fait, elle rit tout le temps parce qu'elle leur blague le soir. Donc, on se fait fâcher, on rigole. Tout est génial. C'est vraiment un voyage de rêve, quoi. Un voyage de rêve itinérant. Les matinées sont consacrées à la navigation sur le canal. C'est un des ponts les plus étroits du canal du Midi. On touche pas le pont, bien sûr, on se souvient. La navigation sur le canal du Midi, c'est lent. C'est un rythme spécial. Ah, moi, c'est ça qui me plaît, hein. C'est cette vitesse. On a le temps d'apprécier les choses. Aujourd'hui, le groupe fait escale à Capestan, connu pour son imposante collégiale Saint-Étienne, qui date du XIIIe siècle. À quoi ça sert ces gargouilles? Il y a deux utilités. Une de l'esprit et une pratique. La première utilité qui est un peu dans l'esprit, c'est que ça aide à faire fuir les mauvais esprits, les démons, pour faire peur. Et la deuxième utilité très pratique, ça permet d'évacuer l'eau sur les toits. C'est des gouttières. Alors les enfants sont pas en vacances, bien que pour eux ça le soit un peu quand même en fait, parce que c'est comme ça qu'ils le ressentent. Mais ils apprennent plein de choses en fait, et c'est vraiment un séjour classe, 5 jours de classe autrement. Allez, tu viens, Brigitte? Brigitte, Christine, Valérie et Nadine, elles, sont bien en vacances. Mais elles ont choisi de donner un peu de leur personne. Alors moi, en fait, je n'aime pas les vacances farniente, pas du tout. Et j'aime les vacances un peu sportives ou un peu actives, on va dire. Nous avons choisi des étés courtes de façon à justement mixer un peu le sport et un peu les visites et un peu le repos, bien sûr. Voilà. Partis de Toulouse, les 4 amis vont rejoindre Béziers à vélo en 5 jours. Un peu plus de 200 km ponctués d'écluses et de rencontres. Approchez le bateau là. Allez, c'est comme ça qu'on fait. Parfait, pas plus. On est partis, les 4 filles. C'est Girl Power. Girl Power. Girl Power. Vous connaissiez avant? Oui. Ah ouais, des copines? Ah ouais. D'accord. Ah bah c'est cool. Bon, on les a déjà vus, c'est nos Bretons. C'est nos Bretons. Une voie cyclable a été aménagée sur les anciens chemins de halage, tout au long du canal du Midi. Ce matin, la pluie les pousse à trouver refuge au château de Parazza. Ah, ben c'est là l'entrée. Suivez-moi. Allez. Donc du coup, c'est un château qui a été construit en 1612, un petit peu avant la construction du canal, par une riche famille de la région de Toulouse. La famille d'Anglas a racheté le domaine il y a 20 ans pour proposer des chambres d'hôtes et faire du vin. Et vous avez combien d'hectares? On a 70 hectares de vignes. On voulait juste s'abriter, puis voilà, la dame elle nous propose de visiter son domaine, même la dégustation de vin. Tout le long, en fait, tout le long du canal, on a eu des surprises. Le canal du Midi draine de plus en plus de touristes qui n'hésitent pas à explorer les alentours. Souvent, ils ont un itinéraire, mais qui est assez approximatif, qui leur laisse justement la possibilité de se laisser porter, de s'arrêter là où ça les tente et de passer parfois un peu plus de temps que prévu, souvent dans la cave. C'est reparti! Pour tous les amateurs d'itinérance douce, la région se découvre aussi bien à pied, à vélo ou en péniche, au rythme tranquille du canal. C'est la météo parfaite pour aller faire de la spéléologie. C'est idéal.
Et c'est un peu apocalyptique comme ambiance, je C'est un trouve. peu apocalyptique. Je te présente pas la vue parce qu'on la voit pas. Non, c'est vrai qu'on a vraiment pas de vue du tout d'ailleurs. Ça a l'air bien pentu. C'est un peu pentu, il y a un peu de dénivelé, ouais. Aïe, je me suis pris une branche dans la tête. On aurait peut-être dû mettre les casques alors. Je sais pas si je vais descendre aussi vite que toi. Hein. Enfin, j'espère pas d'ailleurs. Allez, ben c'est à toi. Arrive pas trop vite, hein, parce que... Oh là là, Oh la vache. Ah, c'est clair que c'est l'enfer. Ah, ça se mérite, hein. Moi, j'ai pas signé pour la Légion en fait. Hein. Allez, un peu de spéléologie. Hop, Bon bah voilà les amis, j'y vais mais j'ai peur. Allez, on y est. Je me demandais quand il pleut comme ça, parce que là on a cet orage très violent depuis hier soir. Oui. On peut aller quand même faire de la spéléo, c'est pas dangereux avec le niveau d'eau? Dans certains massifs, en France, si, il y a un vrai sujet, c'est ça craint. Il y a de la crue. Ici, on est plutôt tranquille. Juste, ça va siphonner 2-3 passages, mais on risque pas notre vie, quoi. Et toi, quel plaisir tu prends là à faire tout ça? Moi, j'adore aller là où personne ne va. Voilà, ce milieu-là, il est tellement hostile que c'est ça, moi, qui m'intéresse, quoi. Ouais. Et t'as découvert ça dans le coin? T'es natif d'ici? Moi, je suis natif d'ici et mes parents m'avaient amené dans une grotte à Cabrespine et j'ai su que je ferais ça. Je sais pas comment te dire, mais comme un coup de foudre. C'est beau ça. Ouais. Magnifique. Vocation. On va par où là? On rentre là-dedans? On rentre là-dedans. C'est tout ce que je craignais, c'était de débuter direct par un boyau comme ça. En fait, on a été obligé de mettre ça pour sécuriser parce qu'en fait, c'est ultra péteux, comme on dit dans le jargon. Et donc, du coup, ils ont mis de belles buses en béton pour sécuriser l'entrée, pour pas qu'elle se referme. Ok, bah vu qu'on y est, je vais te suivre. Hein. Allez, mais c'est parti. C'est bon pour toi? Ça va? T'es sûr? Tu peux venir, Ismaël? Vraiment, hein, si c'est compliqué, je viens pas, tu sais. Ismaël, quand faut y aller, là. Arrête de parler. Ouais, d'accord. Aïe. On va avoir une discussion après sur quel plaisir tu prends à faire ça en fait. Vaut mieux pas, tu vas être choqué. Mais t'es un professionnel. Allez, le pied. C'était gracieux ça, non? C'est très. Et donc là on s'enfonce dans un boyau. Eh ben là, on va arriver dans la grande salle. T'es superbe. Alors, ça l'a fait cette entrée? Écoute, ça fait un peu peur quand même, mais... Ça fait peur? Oui, mais c'est ponctuel. Oui, c'est ça. Waouh! C'est hallucinant, on est sous terre, quoi. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est vrai? De vivre ça, ouais. Ben voilà. Waouh! Et on sait comment tout ça s'est formé? Ben, en fait, à l'époque, ici, il y avait un immense océan où il y avait plein d'animaux marins. Et ces animaux marins, ils ont un point en commun, c'est leur structure externe et interne. La coquille et le squelette qui est en carbonate de calcium. Et en fait, tous ces animaux, une fois qu'ils meurent, ces coquilles et ces squelettes, ils vont se désagréger, se déposer sur le fond des mers. Et à force, ça va venir former une sorte de grosse croûte, un peu comme du ciment. Et puis avec le temps, ça va former une roche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, eh ben, en fait, on est au cœur d'un cimetière d'animaux marins. Ce qui est génial, c'est que de ce moment-là, qui remonte à la nuit des temps, exactement. C'est ça qui permet, par capillarité, de pomper l'eau. Exactement. Et de l'amener vers ce canal qui a été construit par les hommes Tout à fait. des milliers d'années après, quoi. Des millions d'années plus tard. Millions, ouais. Il a 540 millions d'années. Wow. Ce calcaire, c'est un des plus vieux calcaires encore observables au monde. C'est fou. C'est hyper émouvant. Exactement. C'est exactement ça que... C'est pour ça que je fais la spéléo. Tu viens de le comprendre par toi-même. Je trouve que c'est hyper émouvant. Ouais. Ouais, les parois sont beaucoup plus humides là. Très. On sent qu'il y a de l'eau pas loin.
Waouh. Heureusement que j'ai un casque. Hein. Exactement. La sécurité, Avant c'est de là tout. qu'on le sent. Ouais. Oh là là. Et voilà notre fameuse eau. Non mais le décor. Et donc cette eau-là, Ouais. c'est celle qui après va aller dans le canal du Midi par exemple. Par exemple, exactement. Tu es au cœur des coulisses, je dirais, du canal du Midi là. Oh non. Oh si. Oh là là. Et je passe comment? Comme depuis le début, comme tu le sens. Waouh. T'es superbe. Oh là là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Oh, j'en ai plein les bottes. J'en ai plein le pantalon. Là, je suis trempé. Ben voilà. Il est venu le temps des cathédrales. T'as vu, ça résonne bien ici, hein? Ben tu vois, Isma, c'est exactement ça qui est vachement intéressant avec la spéléo, c'est que chanter sous terre, ça fait tout vibrer, toute la roche autour de nous. Et en fait, ça nous équilibre toutes les énergies. Il y a beaucoup de spéléos qui font comme toi, qui se mettent à chanter. Viens, on chante ensemble. C'est fabuleux. Allez, on chante Ça ensemble. en équipe nos énergies. Allez, c'est parti. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Oh, je vibre. Ah, mais tu rigoles, mais c'est vrai qu'on s'en rend des vibrations. Ça fait vraiment du bien. Ça C'est casse vrai. un peu les tympans parce que bon, je crois pas qu'on aurait été Si, recruté tu pour chantes- faire non, tu chantes bien, tu chantes bien. la comédie. Hein. Tu chantes bien. T'es gentille. Mais je chante bien, mais tu sais, c'est ponctuel. Hein. Sur le long terme, c'est une cata. C'est Oh ponctuel. là 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 là. Oh mon Dieu, mais regarde-moi ça. Tu comprends? C'est beau, hein? Ça va, Isma? Ah, je suis parti très loin là. Hein. Waouh. C'est agréable, hein? C'est Ah ouais. fou. Ah, franchement, c'est dingue. Je suis empli par cet endroit en fait. Quand tu fermes C'est les vrai. yeux, tu sens la peau qui refroidit un petit peu. Et tu vois, j'avais très peur de rentrer dans cette grotte, honnêtement. Mais là, je me sens en sécurité, quoi. C'est exactement ça, Isma, que je voulais que tu ressentes. C'est le frisson d'y aller et en fait se dire, mais en fait, c'est OK, quoi. C'est majeur. C'est magique. C'est magique. Moi, je marche très souvent dans la montagne noire, mais c'est la première fois que je le vois de ce massif, que je le vois de haut. En fait, là, on voit bien que c'est un massif. Ouais, en fait, c'est les contreforts du massif central. Et là, on voit le lac de Saint-Ferréol. Qu'est-ce que c'est beau! À cheval entre l'Aude et le Tarn, le massif de la Montagne Noire doit son nom aux forêts denses qui le recouvrent. Il y a beaucoup de hêtres, il y a énormément d'arbres, il y a des coupes. Au printemps, c'est magnifique, c'est vert. Il y a de l'eau, il y a des lacs. Photographe, Nathalie a choisi de s'installer dans la Montagne Noire il y a 25 ans. Depuis plusieurs années, elle partage sa passion de l'image et son amour pour ce territoire avec son compagnon, Paul. Longer la rigole de la montagne qui alimente en eau le canal du Midi est une de leurs balades préférées. Qu'il fasse beau ou pas, la rigole, elle est belle à tous les temps, en fait. Ouais, spécialement avec le brouillard aussi. Nous, on l'aime avec le brouillard, on l'aime en automne, on l'aime avec la pluie, même quand il pleut. C'est quand même le paradis, ça, non? Ensemble, ils préparent un livre de photographie sur le village de Cessac et son château, l'un des plus anciens de la Montagne Noire. Perché à 450 mètres d'altitude en bord de plateau, cet ancien château fort daterait du Xe siècle.
Il y avait à l'origine un castrum qui se situe un peu plus bas ici. Et on voit certaines tours du château sont plus anciennes. On voit que ce n'est pas la même architecture. Le castrum qui est un village fortifié. Castrum, ce n'est pas un château. Voilà. Le château a été construit après. Et ensuite, le haut du village a été postérieur. Les deux photographes cumulent des milliers de clichés de cette ancienne fortification. On a quelque chose ici qui me fait penser très fort à l'Écosse. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est le sentiment qu'on est complètement ailleurs. C'est très fortement envahi par la végétation, un petit peu isolé sur son rocher. Et d'ailleurs, l'origine du mot de Cessac, c'est rocher. C'est le château bâti sur un rocher. Voilà. Ce que je trouve en concentré ici à Cessac, ça représente tout ce qu'on peut trouver dans la Montagne Noire. Il y a le château, bien sûr, il y a le vieux village, il y a la nature, à perte de vue de la nature, des forêts. Le charme de cette région, c'est l'authenticité. Moi, c'est ça que j'aime. Ce territoire rural, Émile ne l'a jamais quitté. Maraîcher en agriculture biologique, il va recharger les casiers fermiers qu'il a installés dans le centre de Montolieu, à 2 km de chez lui. Donc on y va tous les jours pour recharger les casiers. Voilà. Et en été, ça peut être même voire 2 fois. Émile garnit chaque casier de légumes frais de saison. En 2011, il était le premier agriculteur du sud de la France à installer ce genre de distributeur. Tout mon entourage m'a dit que j'étais un peu fou de faire ça. Et finalement, tout le monde est venu d'entrée et ça a fonctionné de suite. Tous les vendredis, il vend ses produits directement à la ferme. C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants des alentours. Ici, c'est le bonheur, parce qu'il y a la générosité, c'est frais, c'est cultivé sur moi avec beaucoup de soin. De vendre en direct comme ça, d'avoir une relation directement avec les gens, ça nous incite à faire plein de variétés de légumes que je ne faisais pas avant, comme des petits pois, des pois gourmands. Ce n'est pas des légumes qui nous rapportent grand-chose, c'est beaucoup de travail, mais de pouvoir les proposer, d'avoir une diversité le vendredi sur les légumes, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous. Émile a toujours cherché à se diversifier et à innover. Il y a 3 ans, il s'est même lancé dans la production d'oranges et de clémentines, une première dans la Montagne Noire. Là, c'est le plus bel oranger qu'on a, dont on est fier. Voilà, il donne les traits. S'ils seraient tous comme celui-là, je pense qu'on aurait une très belle récolte déjà cette année. Émile s'adapte aux bouleversements climatiques. Les étés chauds et les hivers de plus en plus doux sont désormais propices à la culture des agrumes. Alors ça aurait été il y a 15 ans, par contre, j'aurais pas tenté le coup parce qu'on avait des hivers beaucoup plus rudes, on avait des 10-15 jours de gelée à -8, -9. Je pense que les arbres, ils l'auraient pas supporté. Au pied de la Montagne Noire, résonne encore parfois la musique des bergers venus de temps anciens. Alors cet instrument, c'est la boudègue. Elle fait partie de la grande famille des cornemuses, mais elle a la particularité c'est la nôtre. C'est celle de ce pays, de la Montagne Noire. Elle est faite d'une peau de chèvre entière, retournée, et avec du buis et du roseau. C'est le roseau qui fait le son. Cet instrument avait quasiment disparu après la Seconde Guerre mondiale. Décidée à le faire revivre, Sophie crée une école associative de la boudègue en 2004. C'est un instrument qui porte vraiment le patrimoine du pays et les gens s'y intéressent, mais elle n'était pas accessible parce qu'il fallait aussi avoir des instruments, donc il fallait des gens qui la construisent. Donc avec mon mari, on s'est mis à la construire aussi. Et voilà, c'est tout ça, ça va ensemble. Les musiciens répètent régulièrement avant les fêtes de village ou festivals auxquels ils participent. L'avenir de la boudègue semble assuré. Depuis 2015, elle est enseignée au conservatoire de Carcassonne et séduit même les jeunes. On pourrait croire que non, mais au final, les gens de mon âge adorent quand je ramène la boudègue au lycée ou alors pendant des fêtes. C'est vraiment apprécié. Grâce à ses habitants authentiques et passionnés, la Montagne Noire a su préserver son identité.
gentil chevalier. Il avait belle réputation d'être bien accueillant, avec maintes jouvencelles, contre modestes hébergements. La princesse Rosa, comprenant le sacrilège, rentra dans une colère noire et attrapant sa haute de grosses pierres, elle est retournée à l'endroit même où elle était et en faisant cette prédiction que quand toutes les pierres ne reformeront plus qu'un seul bloc, le monde retrouvera sa pudeur, sa vergogne, le respect d'autrui. Bravo mon ami. Merci. Comment est-ce que tu es devenu conteur, Aimé? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un bateau et à raconter des contes sur le canal du Midi? Le spectacle que j'ai créé, le spectacle de contes, qui s'appelle avec un nom comme dans le Sud où on prend le temps, c'est l'extraordinaire aventure légendaire du canal royal du Languedoc. Mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment des histoires relatives au canal? Et je me suis mis à chercher, et il n'y en avait pas tant que ça finalement. Il y en avait peut-être une dizaine. Et j'ai dit, mais puisque c'est ça, ben, pourquoi pas les créer? Et c'est comme ça que je suis parti à essayer de créer des histoires avec toujours une racine de vérité, mais après toujours un peu de romanesque et de rêve. C'est magnifique, hein. Waouh! On dirait une cathédrale de verdure, quoi. 250 ans d'histoire qui nous regardent, qui nous abritent. Si tu regardes celui-là, regarde. La cime de l'arbre, proprement dit, il va de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. Hallucinant. Les romantiques pourraient voir peut-être quelque part une histoire d'amour. Comme celle que tu noues avec le canal, Aimé. Par exemple. Tu t'appelles Aimé? Oui, tout à fait. Maintenant, si je crie, c'est juste pour la sécurité. Très bien. Oh là là, c'est impressionnant d'être là. Et là, on va se soulever alors? Alors, on va pas se soulever, on va monter. Monter, ouais. Et il y a combien de mètres d'écart entre... Celle-là, je crois qu'on a 2,40 mètres à celle-ci. 2,40 mètres. C'est quelque chose hein, quand même, ça fait une petite émotion. Sincèrement, on sent qu'il y a des choses à ne pas louper, il faut être concentré. Ouais, après avec l'habitude, ça vient facilement, mais bon, t'as la petite pression. Et on te dit, voilà, il ne faut pas que je me rate. Et c'est là où tu rates ta manœuvre. Il y a un côté quand même très enfantin là-dedans. Hein. Ah ouais? C'est des trucs de gosse, ça. On rêve de vivre ça quand on est gamin. Ça, c'est le train électrique du papy, quoi. Ouais, carrément. Bah, je suis peut-être en train de devenir papy, alors. Waouh, c'est génial à vivre. J'adore. Ça y est, ça s'ouvre. On va pouvoir être libéré, mais... Waouh, le lasso, la maîtrise. En plus d'être conteur, t'es cow-boy, Aimé. Ouais, aussi. Merci à toi. Avec grand plaisir. Donc quand on fait du papier pur chiffon, on doit passer quelques heures à couper ce chiffon. Bonjour Céline. Bonjour Ismaël. Vous voyez, je suis à la découpe. On va pouvoir ensuite broyer. Pour faire du papier? Pour faire du papier. Ben, au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était des enfants qui le faisaient. Donc vous les verrez sur l'image qui suit. Hein. Ce chiffon. En faisant attention à ses doigts, effectivement. C'est quoi ces machines là, Céline? Donc ça, c'est une pile hollandaise. Ok. Elle a été installée par mes ancêtres et ça sert à broyer le chiffon que je viens de couper. Donc en principe, on met 2000 litres d'eau et 50 kg de chiffon. Et le broyeur que vous avez là, le cylindre, va tourner et va déchiqueter le chiffon qui passe en dessous.
Et cette machine, elle a combien d'années alors? Alors, elle a à peu près 150 ans. Elle est installée en 1877 par mes ancêtres. Ah oui, donc on est dans une activité qui a vraiment un côté très ancré. Tout à fait. Dans cette partie de l'Occitanie. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on est le dernier moulin à papier d'Occitanie, mais le premier s'est installé sur notre village à la fin du XVIIe siècle. Donc, il y a plus de 300 ans. Je crois que ton oncle fait du papier. C'est ça. Un sacré petit bonhomme. 6e génération de papetier qui va te faire du papier. Cool, on va le voir? Tu vas te mettre le tablier. Génial. On y va. Bonjour André. Bonjour Ismaël. Je vais pas te déranger. Tu viens mettre la main à la pâte? C'est le cas de le dire, je crois. Eh bien oui. Pour une fois, c'est pas une expression, c'est la réalité. C'est la réalité. Oui. Qu'est-ce que tu fais de beau là? Eh bien, je suis en train de faire des feuilles de papier de ce format-là avec un tamis qui s'appelle une forme. Et chaque forme donne un format. Alors, je peux faire des grandes, je peux faire des petites. Mais déjà, j'apprends quelque chose, c'est que le mot format vient des formes, donc du cadre en bois qui était utilisé pour faire du papier, c'est ça? Eh bien là, j'ai l'eau, beaucoup d'eau, parce que le papier, c'est le travail de l'eau, c'est l'eau qui travaille essentiellement. Quand l'eau s'égoutte, elle me resserre les fibres et les tisse entre elles. Et il y a un tout petit peu de cellulose dedans. Là, il y a à peu près, suivant l'épaisseur que je fais, il y a à peu près 3-4% de cellulose. Et la cellulose, elle sort de la pile hollandaise qui est là. C'est le chiffon qu'on a broyé tout à l'heure ensemble. Ça te dit d'essayer, Ismaël? Bah carrément. Allez. Ouais, avec grand plaisir. Je vais chercher le tablier alors. Ça marche. Je peux y aller? Ouais, tu peux y aller. Ensuite, je plonge. Tu vas au fond. Tu te mets bien, voilà, au fond. Et tu remontes d'un coup. Hop. Et là, tu peux vibrer si tu peux. Voilà. Très léger, très léger. Et ensuite... Bien au bord, tu viens là, bien au bord. À peu près par là. Et après, je baisse, hein, c'est ça? Je vous jure que ça me fait de vraies émotions, en fait. Ah oui? Il y a une petite tension à le réussir. Et nous, on a la même tension à chaque couchage de feuilles. Hein. Oui, chaque feuille est unique. Chaque feuille, on a cette appréhension de dire est-ce qu'elle va être réussie ou pas. Hop. C'est très bon. On peut l'officialiser papetier, peut-être. Ah oui, non, mais voilà. Superbe. Sur le côté. Je vais mettre ça sous la presse et on va enlever l'eau. Et on recommence. Non, là, je vais... Là, il faut presser. On a du boulot, hein, André. Hein. Oui, il y a du boulot. On n'est pas là pour rigoler, nous. Hein. Je vais presser. T'as l'air de beaucoup l'aimer, ce pont, Céline. Je déteste. Céline, regarde. Je déteste ce pont. Tu vois toute cette nature et cette eau surtout. Waouh, c'est canon ici. Superbe. On s'installe? Allez, ça marche. Cette eau, c'est l'eau de la montagne noire? Oui, c'est la Dure. C'est une rivière qui descend de la montagne noire et sur laquelle il y avait plus de 67 moulins au 19e siècle. Ah oui, ok. Et en fait, on est un des derniers en fait, en activité. En tout cas, en tant que moulin à papier, on est le dernier. Cette génération. C'est beau ça. Et j'imagine que quand tu étais enfant, tu devais beaucoup venir jouer ici, non? Oui, alors c'était le centre de nos vacances, on va dire, hein, avec nos grands-parents, surtout avec ma grand-mère. On venait faire des goûters, on venait se promener, se baigner, mettre les pieds dans l'eau. Donc c'était très sympa. Le meilleur cassoulet, c'est celui de Toulouse. Le meilleur, c'est celui de Carcassonne. Mais non, le meilleur cassoulet, c'est celui de Castelnaudary. 3 variantes pour un même plat, roi de la gastronomie occitane, le cassoulet, un ragoût à base de haricots et de différentes viandes. La plus ancienne recette connue vient de Castelnaudary et remonte au Moyen-Âge. À quelques kilomètres de la capitale du cassoulet, le restaurant d'Éric est une institution. Depuis 40 ans, le chef le prépare dans les règles de l'art. Là, c'est les haricots, je les ai mis à tremper toute la nuit, avec le double d'eau,
Donc, normalement, ils ont doublé de volume. Ils ont pompé toute l'eau pour mieux cuire, en fait. Vous voyez, à la base, ils sont la moitié de ça. Là, ils ont gonflé, ils ont pris toute l'eau. Ce qui va permettre une meilleure cuisson après. On va mettre les ingrédients pour la cuisson des haricots. Les oignons, voilà. Là, on va fermer et on va laisser travailler tout seul. Pendant ce temps, Eric prépare les saucisses de porc et les confits de canard. Un cassoulet, c'est pas difficile à faire, mais c'est long en fait. Enfin, c'est long. Il faut prendre le temps de le faire. Il y a un temps de cuisson, il y a un temps de repos. Arrive. Ah, je le fais. Là, on va faire les couennes en fait. C'est la peau du cochon, hein, c'est la couenne. C'est ce qui va donner le liant au cassoulet en fait. Et on dit qu'un cassoulet sans couenne, c'est pas un cassoulet. Ça, c'est une recette de grand-mère. C'est vraiment une recette qui a 3 générations. Donc, c'est vraiment fait avec ce qu'il faut, quoi. C'est pas végétarien. C'est vraiment le truc qui tient la route, quoi. Une fois les différentes cuissons terminées, Eric monte le cassoulet en disposant les ingrédients en couches successives. C'est généreux. C'est un plat généreux. C'est un plat festif. Il faut ce qu'il faut à l'intérieur. Puis, comme je dis, un cassoulet, plus c'est gros et meilleur c'est, en fait. C'est un plat où il faut se retrouver, parler ensemble, faire passer une bonne soirée. Et là, vous avez un cassoulet. Ben, un cassoulet tout seul, c'est moins rigolo que se faire plaisir avec un joli truc, quoi. Le chef prépare chaque jour entre 150 et 200 cassoulets, et jusqu'à 400 en hiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on vient visiter la région, si on ne mange pas le cassoulet, même en été, c'est pas la peine. Ce que j'aime là-dessus, c'est le croquant du dessus, la couenne qui est bien fondue. Je pense qu'il a fait cuire et revenir très longtemps. Voilà, donc le haricot est craquant, la saucisse est bien grillée. Donc tout ceci fait que bon, le plat est excellent. Oui. Des ingrédients bien préparés dans une cassole, le récipient qui a donné son nom au cassoulet. Au bord du canal du Midi, le temps semble s'être arrêté à la poterie Notte. Ici, on fabrique des cassoles à la main depuis 1883. Ça a toujours été une histoire de famille. Le grand-père, le père, l'oncle, le cousin. Et maintenant, je suis avec mon fils. Donc, c'est une fierté de passer ce savoir-faire. Voilà. Et voilà pourquoi nous sommes encore là. On a la chance, bien sûr, aussi d'avoir ce cassoulet sur Castelnaudary qui, quand même, nous fait travailler tout le long de l'année. La cassole a la forme d'un cône tronqué avec une base de chauffe étroite et une grande surface de gratin. Les potiers les façonnent en série et pourtant, chaque pièce est unique. C'est parce que c'est fait à la main et puis parce qu'on ne pèse rien. La terre, on ne la pèse pas. Chaque potier a sa main aussi. C'est-à-dire qu'avec le papa, si on fait la même pièce, on ne va pas avoir le même rendu, quoi. Peut-être moi je travaille plus fin que le papa ou inversement. Les cassoles sèchent ensuite pendant plusieurs jours avant que le potier puisse procéder à l'émaillage. C'est cette couche qui va rendre imperméable la terre et donner le côté brillant et la couleur à la cassole. Voilà. Et ça, cet émail, on va le laisser sécher à peu près 24 heures supplémentaires pour être sûr que l'humidité que l'on ramène dans la cassole s'en aille avant de pouvoir le cuire. Après la cuisson, le contrôle qualité s'effectue à l'oreille. Quand il y a un particulier qui vient chercher une cassole, toujours on la fait sonner, comme ça, pour savoir si elle n'est pas fêlée ou même fendue, une fente qu'on n'aurait pas vue. Pourquoi? Parce que si on la lui va me fêler, elle risque de casser au four derrière. Leur savoir-faire est reconnu. Particuliers, rôtisseurs et restaurateurs de la région se fournissent ici et depuis peu, leurs produits sont exportés aux États-Unis et en Europe du Nord. Le cassoulet est si populaire dans la région qu'il a même inspiré un dessert, le cassoulet glacé, inventé en 1950 par un pâtissier de Castelnaudary. Cette fois, pas de haricots ni de saucisses sucrées. Fabrice façonne une cassole en nougatine. Il faut se dépêcher pour pas que la température de la nougatine baisse trop. Sinon, on ne pourra plus la travailler. Plus la nougatine est chaude, mieux elle se travaille. C'est l'étape la plus délicate. La nougatine doit ensuite refroidir un peu pour être manipulée. C'est trop souple,
le temps de la prendre et de la mettre dans la casserole, elle va se déformer. Après, ça se joue à quelques minutes. Et là, c'est la forme finale. Alors certains, justement, font le repas avec le cassoulet salé à un plat normal. Et ensuite, à un dessert, prennent le cassoulet sucré. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Quand on leur propose le cassoulet, eux, ils s'attendent à mettre un plat dans le four et absolument pas. Alors on a les habitués qui en prennent régulièrement et d'autres qui sont très surpris et qui veulent le goûter. Après quelques minutes au frais, la nougatine a durci. La cassole est maintenant prête à être garnie. Parfum de glace au choix, coulis, meringue, chantilly, le pâtissier est libre de la remplir comme il veut. Autour de Castelnaudary, le cassoulet régale aussi bien les palais salés que les palais sucrés. Concentré de tomates. Bonjour monsieur. Bonjour. Ismaël, enchanté. Salut, ça va? Ouais, ça va bien et vous? Ouais, ça va, merci. J'ai acheté des petites choses pour faire un petit pique-nique au bord du canal. Pas de problème, il y a ce qu'il faut. Ouais, c'est où? C'est par là? Par là, je te laisse regarder. Alors, la tapenade, celle-ci par exemple? Vert, le fromage dans le frigo. Ouais. La saucisse à côté. Ça là, le petit camelot? Ouais, très bien. Chèvre fermier au lait cru, ça vient d'ici? Ça vient de Bise-Minervois, c'est juste à côté, tu es à 4 km d'ici. Et ben voilà, je vais prendre ça avec une petite baguette. D'accord. Vous viennent. Allez, je vous paye le café aussi, si vous voulez prendre un petit café avec moi. Ok, avec plaisir, merci. Je t'amène ça. Bonjour messieurs, dames. Voilà pour toi. Bonjour. Tu vis sur la péniche? Ouais, complètement. Ouais. Cool. Ça fait longtemps? 8 ans, maintenant. Ah, quand même. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est un tout petit hameau, mais qu'il y a beaucoup de passages, non? Enfin, tu vois, quand tu te renseignes sur le canal du Midi, on a l'impression que c'est un lieu qui a une histoire, qui a une importance pour le canal, alors que c'est pas une grande ville. Non, c'est tout petit, chargé en énergie, on va dire. Et en fait, tout se passe autour du pont. Et je dirais que c'est le charme du lieu quoi, qui attire les gens. Et... Qu'est-ce que tu me conseilles d'aller voir là dans le village? Il y a des gens à rencontrer, des choses un peu spécifiques, typiques du sommeil? Ouais, il ne faut pas que tu loupes la librairie. La librairie, il y est pour beaucoup à la renommée du sommeil. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, je cherche Nelly. Nelly, la gérante. Alors, logiquement, elle devrait être au fond de la librairie, vers les vitrines, je pense. Je vais aller voir. Vous faites quoi là Je restaure des livres qui sont en fait cirés. Donc là, sur des choses qui ne sont pas endommagées, on va renourrir tout simplement pour que ce soit un peu plus brillant. On laisse sécher et après je le polis. Parti pour une deuxième vie. C'est magnifique ça. Eh ben, je vais aller voir Nelly. D'accord. Ok, merci beaucoup. Hein. Excusez-moi, vous êtes Nelly? Oui. Enchanté, Ismaël. Bonjour Ismaël. C'est Skender qui m'envoie. Oui. Et qui m'a dit de venir voir cette librairie qui rappelait le monde d'Harry Potter, m'a-t-il dit. Oui. C'est pas faux, c'est hallucinant cet endroit.
Et effectivement, elle a une certaine notoriété parce qu'on est installé au bord du canal du Midi. On est sans doute la seule librairie installée au bord de ce canal. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a plus de monde à l'intérieur que dehors. Oui. C'est une espèce d'attraction aussi pour les gens de passage, non? Il y a toujours du monde ici, oui, toujours. C'est hallucinant. J'ai rarement vu une librairie pareil. Vous faites quoi là? Vous travaillez sur un livre ancien? Oui, non, c'est pas un livre ancien, mais c'est un livre qui est numéroté avec des enluminures à l'intérieur. D'accord. Ah oui, exemplaire numéro 4. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais juste venu chercher un petit livre de poche, histoire de passer l'après-midi tranquille au bord du canal, et je vois que c'est pas exactement ce type de librairie, quoi. Alors, on a une pochothèque, hein, Ah, très bien. avec du livre de poche. Ouais. Mais on n'a pas que ça. On a aussi un coin pour les enfants, un coin bande dessinée, qui a beaucoup de succès. Des livres d'exception et assez anciens Et aussi, dans les vitrines, des choses un peu rares, un peu anciennes aussi. On a des ouvrages du XVIe siècle, XVIIe. Et vous avez toujours travaillé ici, Nelly? Non, bien sûr que non. On est arrivé au Sommail en 1980. D'accord. Donc, moi, j'ai suivi mes parents, hein, D'accord, ok. qui étaient libraires parisiens. Elle a évolué au fil des années pour arriver aujourd'hui à ces 86 000 ouvrages qu'on peut présenter au public. Et je me demandais, quand on a une librairie pareille, il doit y avoir une réserve aussi, non? Oui. Un endroit où on stocke Il y a une réserve, oui. Je peux vous montrer la réserve principale. Ouais. Waouh, c'est encore plus impressionnant ici. Donc là, il y a une entrée avec un code secret et une poignée qui reconnaît juste votre empreinte digitale. C'est ça, tout à Ouais, je vois fait. ça. C'est impressionnant au niveau sécurité. On rêve de visiter des endroits comme celui-ci. Oui. Donc tout ce qui est stocké, je les redécouvre plus tard. Et de temps en temps, je suis assez bien surprise, oui, par des choses qui ne payent pas de mine, mais qui vont intéresser telle ou telle personne. Guy de Maupassant, Bel Ami. C'est le livre qui m'a donné envie de faire du journalisme. Incroyable. Ouais, c'est l'histoire d'un journaliste au 19e siècle. Génial. Incroyable. Vous l'avez dans votre bibliothèque? Non, je ne l'ai pas. Ben voilà, je vous l'offre. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est gentil. Si ça vous fait Ah bah, plaisir. ça me fait plus que plaisir, Nelly. Voilà. C'est top. Et j'ai une question, c'est vous qui faites la poussière ici ou... C'est impressionnant. Non, pas tous les jours, non. Ah, mais merci, ça me touche trop. Il a de l'avenir, ce Maupassant. Hein. Oui. Salut messieurs. Allez hop. Ismaël, enchanté. Salut. Alors, Philippe. facile de trouver? Facile, écoute. Ouais. Nickel. En regardant ce qui se faisait un peu dans le coin, j'ai vu que c'était une grande terre de culture des fruits. Des fruits, ouais. On a un secteur très exceptionnel au niveau des terres. On a des terres très très caillouteuses, très filtrantes, avec au fond, dessous, très filtrant aussi. Ça fait que le pêcher, il faut le moins d'eau possible sur les racines. Et ça fait des fruits extraordinaires. Et vous faites quoi alors comme culture? Alors nous, on fait surtout pêche, abricots, cerises, c'est-à-dire des fruits à noyaux. Et là, en ce moment, donc, on sort les rameaux pour que le soleil rentre bien dans l'arbre. On va chercher les cerises? Allez, ah, c'est cool. Allez, 1 kilomètre. Ok. Hop là. T'as combien d'hectares ici, Philippe? L'exploitation fait 80 hectares, mais il y en a 50 que je loue à une coopérative des Pyrénées-Orientales. Je me concentre sur la vente directe. De l'arbre au consommateur. Voilà, vraiment. Et ça nous permet de pouvoir les ramasser très mûrs. Ok, je comprends. J'adore les cerisiers, c'est tellement beau. C'est plein de vie, plein d'énergie. Belle couleur rouge, là. Brillant. Brillant. Ouais. C'est un critère hyper important pour la cerise. Ah oui? La brillance, ouais. Je peux en goûter une? Ah ben, j'espère. Allez, vas-y. Regarde-moi ça comme c'est beau. Petite boucle d'oreille. C'est joli, ouais. C'est joli. J'ai le médecin qui m'a dit récemment, surtout, il faut manger pas beaucoup de fruits parce qu'il y a le sucre et tout ça. Et je peux pas. Là, je peux pas. Je mange. Mais ça me pose aucun problème. On va ramasser quelques-unes pour l'apéro. Allez, c'est alors. parti. Allez.
Allez, là. Tiens. Et là. Merci. Eh, il est pas cool ce petit apéro là? Là. Super. On a le fromage et le dessert. Et toi, tu faisais quoi, Didier, alors, avant d'être dans l'agriculture? J'étais routier. Ok. Routier, puis voilà, j'ai décidé de partir dans le sud. Donc j'ai rencontré Philippe et depuis je suis plus reparti. Et c'est beau que ce canal et cette exploitation vous aient réunis, je trouve. C'est chouette. Merci les gars. Et mangez, hein. Allez, ben. Tout doit disparaître. C'était très sympa d'être passé. Bah franchement, c'était un grand Allez. plaisir. Avec son sous-bassophone, Abou est depuis 25 ans l'un des piliers de la fanfare du Minervois. Bon, heureusement, ça se démonte et heureusement aussi, c'est léger, quoi. Abou s'apprête à quitter sa péniche pour rejoindre un collectif d'une trentaine de musiciens. Pendant 4 jours, ils vont donner des concerts dans différents villages. Déplacer 35 musiciens qui sont restés des enfants. Mais c'est amical quand je dis ça, mais c'est un peu ça quand même. Donc voilà, ça va être une sacrée aventure. Pareil, à partir. Première étape, Olargues, un village médiéval classé parmi les plus beaux de France. Guillaume, tu t'avances juste là, sur le côté, là où il y a la voiture grise, là. Tu t'avances, là. Chef d'orchestre de l'événement, Abou oriente les musiciens. Toutes les toiles de tente, ils sont sur le bord. Vous vous installez à l'intérieur. Mais de toute façon, ils sont là-bas. Oui, oui. Ouais. Tu fais attention, Lison. Monsieur Lison, on y va ou... Bah ouais, on y va. Allez, bonne installation, alors. Et oublie pas ma sonnette, hein. La mairie a mis à leur disposition la salle des fêtes ainsi que le terrain de football transformé en camping improvisé pour la nuit. Plusieurs fanfarons ont entraîné conjoints et enfants dans l'aventure. Nous allons faire 5 jours de promenade en fanfare, s'arrêter dans 4 villages différents et jouer de la musique et faire la fête. Donc là, c'est la partie camping. Donc là, on s'installe. Lison est en train d'installer son oreiller. Ah, parfait, parfait, magnifique. Merci le vent. On fait partie de la fanfare et parmi les folies de la fanfare, des fois il se passe des projets comme ça où on peut embarquer la famille. Ça, c'est trop bien. Ça va les vieux? À peine installés, les musiciens se préparent pour le premier concert de leur tournée. Chacun revêt son costume, d'inspiration plus ou moins libre. Si tu veux, la fanfare du Minervois, elle a 25 ans, un truc comme ça. Et ça fait 25 ans que c'est pas super clair. La thématique du déguisement. Le thème, c'est la grande classe quand même. C'est la grande classe, mais bon, tu vois, c'est une notion très ouverte de la classe. Les musiciens sont attendus sur la place du village. Fidèle à l'esprit des bals populaires, la fanfare célèbre la musique de rue sous différentes formes. C'est de faire partager le plaisir de la musique. Ce qu'on aime, c'est réussir à faire du lien autour de la musique, mais aussi du partage. Il y a des enfants partout, il y a des anciens, il y a des jeunes. Donc tout le monde retrouve une ambiance de village, quoi. C'est ça qui est important, les villages occitans ne sont pas morts. Fédératrice, la fanfare fait danser toutes les générations jusque tard dans la nuit. Quelque chose qui vibre, qui résonne entre les uns et les autres. Du coup, moi, c'est que de la joie. Bah, c'est super, ça fait rencontrer les gens, ça met de la vie dans les villages. Voilà, il n'y a pas souvent de festivités comme ça et vraiment, on en profite, quoi. D'ailleurs, mon mari est parti se coucher, moi je suis revenue. Parce que voilà, j'avais envie de danser et de m'amuser. Après une soirée en grande tenue, place à une matinée plus sportive.
Alors le dress code aujourd'hui, c'est champion cycliste. En fait, il n'y a que des champions dans le peloton. Un peu de délire, il faut quand même bien dire, on ne se prend pas au sérieux. Les musiciens ont choisi de rallier les différents villages à vélo. Pendant 4 jours, ils parcourent la Passo País, une voie verte au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Faut respecter les horaires. Ce soir, on joue, quoi. Pas trop crever sur la route. Aujourd'hui, ils doivent pédaler sur une vingtaine de kilomètres. Malgré les entraînements, la montée reste difficile. On s'est préparé, mais sur du plat, sur le canal du Midi. On s'est pas préparé, on n'a pas préparé les équipes à de telles montées. Et là, c'est sympa, là, ce qui arrive. C'est bientôt terminé, Lison. Tu sais, on va pas monter toute la montagne, quand même. Après tous ces efforts, il faut quand même jouer. Les fanfarons sont invités pour une performance dans le cadre d'un festival local. Vous vous cachez où vous voulez. Et l'idée, c'est de faire un truc comme un animal, quoi, un peu. Hein. C'est une fanfare endormie et on se réveille doucement. Et après, on se regroupera, genre par là, dessous, là. Là, voilà, on joue à cache-cache un petit peu. On va être dans des fourrés. Puis on va faire des bruits étranges. On va répondre aux oiseaux. On est joueurs. On joue de la musique, mais on joue. Quand on est ensemble, on joue. Le public qui participe à une balade artistique ne sait pas ce qu'il attend. Se déguiser, créer la surprise, a toujours fait partie de l'ADN de cette joyeuse bande. Après 25 ans d'existence, les fanfarons du Minervois espèrent bien continuer à apporter leur petit grain de folie partout où ils le pourront. regarde les bateaux passer les écluses. Exactement. Ouais, c'est tellement beau. C'est rare ici en plus. Hein. C'est rare. Ça va? Et toi? Tu la bise? Ouais, bien sûr. C'est combien Agde? 3-3. 12. Oh, allons-y. Allons-y. Donc là, c'est la continuité du canal du Midi. Exactement. Hein, là, bien. on va aller du côté de l'étang de Thau. Ouais. Et de l'autre côté, on va aller du côté de l'Hérault et de l'embouchure qui va mener directement à la mer Méditerranée. Et ici, donc, il y a encore une éclusière. Et effectivement, là, on a cette dame qui va gérer le passage des bateaux à chaque fois. Quand on pense Cap d'Agde, on pense plus grands ensembles touristiques, naturisme. Exactement. Et Exactement. ce que j'avais envie de venir voir avec toi, c'est tout le côté pêche, oui. Lié aussi donc, au canal. Bien sûr. Et en même temps, cette âme agatoise, comme tu dis. Donc on accueille beaucoup de touristes, etc. Mais à côté, on a Agde, qui est le quartier résidentiel. On a le Gros d'Agde, qui est le quartier des pêcheurs. Et on a la Tamaricière également, du coup, qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus calme, avec des roseaux, tout ça. C'est très chouette à découvrir. Bon, let's go. Allez, on y va? c'est parti. Allez, c'est parti. Là, tu es encore sur le canal du Midi. Et après, tu as l'Hérault. Tu vois, quand on va prendre le pont, là, après, tu vas voir, ça va être l'Hérault. Ah, ok. Voilà. Très bien. Tu te reconnectes, en fait. Ah ouais, vraiment. Vraiment une reconnexion, tu vois, avec la nature, avec le calme. Je passe devant? Vas-y, je t'en prie. Allez, vas-y, viens, on fait la course. Go, c'est parti. Ah bah, j'ai déraillé. Ah ben voilà. Ah bah voilà la course. Bon, je t'ai laissé gagner en vrai. Hein. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bah, t'es de mauvaise foi quand même. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Et tu m'as dit que donc, la cathédrale qui est là, j'imagine, est noire? Oui. Ça vient de quoi? C'est la pierre de lave en fait.
Si tu veux, Agde, elle a été construite sur de la lave. Donc tu as plein de pierres de lave. Si tu regardes, tout est noir. Donc au final, c'est les pierres qu'ils ont utilisées pour faire la cathédrale. Il y a des enfants qui viennent visiter la criée. Exactement. Donc la culture du poisson, ça se transmet tôt ici. C'est important. Et là, t'as Claude. On peut marcher sur le filet? Ah oui, vous pouvez y aller, oui. Allez, il faut enjamber. Hein. Donc Claude, là, tu vois, il fait du ramandage. Hein. Donc, le ramandage, alors moi j'appelle ça de l'art. C'est l'art de réparer tous les filets de pêche à la main. Ah oui. Donc. Vous êtes super rapide pour faire ça aussi. C'est quelque chose que vous faites depuis quand? Il y a 60 ans que je fais ça. J'ai commencé moi aussi avec des bateaux qu'il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait rien. Incroyable. Maintenant, ils ont des fauteuils automatiques, ça monte, ça descend. C'est super, hein, ça change la vie. Hein. Dis donc, ça tranche avec le calme du centre-ville. Hein. Ah oui, ça n'a rien à voir là, tu vois. Ça n'a vraiment rien à voir. Du coup, regarde, on va aller voir le Raymond Élise. Ici, il revient de sa journée de pêche. Hop. On va se garer par là. Et bonjour. Bonjour, messieurs. C'est dingue tous les oiseaux qu'il y a autour. Ah, c'est impressionnant en fait. Et les poissons qui ne sont pas forcément intéressants pour la vente, on va les remettre dans l'eau. Et puis forcément, tu vois tous les gabions, tous les goélands qui sont derrière comme ça et qui attendent pour manger. Et puis il y a des aigrettes aussi. Il y a des aigrettes, tu as des cormorans également. Bonjour, vous venez prendre des appâts? Oui, ça c'est pour pêcher. Je vous ai vu, hein, vous êtes comme les mouettes là, sur le côté, c'était. Hein. Pire. Tout le monde en profite. Pourquoi les pêcheurs veulent passer en début de vente, si tu veux, c'est qu'en début de vente, tu as les grandes et les moyennes surfaces. Hein. Ils ne sont pas forcément regardants sur les prix, si tu veux. Ils peuvent l'acheter un peu cher, c'est pas un souci pour eux. C'est vraiment une course? Ah oui, complètement. C'est vraiment une course qui se crée au niveau du quai, ici à la criée, entre bateaux. Alors là, tu vois, tu es dans la chambre froide. Bonjour messieurs. Ça va? Et la criée est où alors? Dans la criée, c'est juste derrière. Ok. Si tu veux. Allez, go. Waouh. Voilà. Et voilà Cédric. Salut Cédric. Ça va? Ça va, et vous? Ça se passe bien? Ça va. Ça va. T'es venu acheter quoi toi alors aujourd'hui? Un peu de tout, des dorades, des rougets, des merlus, des sols. Et on sent que tout le monde est très concentré et prêt à appuyer sur le petit buzzer. Après ça va vite. Ouais. Et comment ça se passe en fait? Parce que je vois qu'il y a un prix là qui s'affiche, après ça descend. Il y a le crieur là qui tape un prix. Ouais. Et après ça descend, jusqu'à temps que quelqu'un appuie. Ah d'accord, donc toi quand tu vois un pack de poissons qui te plaît... Si ça me plaît, le prix me plaît, la grosseur, la qualité me plaît, j'appuie. Voilà. Ouais, donc faut quand même pas attendre que ça baisse trop pour être le premier si tu veux vraiment quoi. Sinon on passe à côté du bac. Et il faut attendre le prochain. Qu'est-ce qui te plaît toi dans tout ça, Laurie? Qu'est-ce qui me plaît? Ouais, c'est toujours un plaisir en fait. On se dit tous bonjour, c'est toujours convivial. Il y a toujours des petites notes d'humour, tout ça. Tiens, t'es pas là, mais pourquoi t'es pas là, etc. Enfin, c'est vraiment un monde à part ici. Ouais, Emeline. Hey, coucou Espoir. Et comment tu vas? Ben, très bien, et Ça toi? va, très bien.
T'as vu, j'ai un petit peu grossi. Ouais, légèrement, faut arrêter les huîtres. Hein. Un enfant de l'étang de Thau. C'est ça, peut-être un futur ostréiculteur. Trop chouette. Ouais. Je t'ai mis à cœur des petites tiels, on va pouvoir aller là-bas les déguster. Je veux bien parce que là avec la fumée. Ouais, c'est pas ouf. Hyper agréable. Allez, je te suis. Oh, le petit paradis ici. Ah, merci. Magnifique. Je me suis vraiment régalé et quand j'ai vu que sur la route du canal, en tout cas à la fin du canal, t'es arrivé chez nous, à chez vous. Dexto. Ah bah Trop voilà. bien. Je me suis dit, je vais aller voir les copains. Les copains, comme on m'a dit tout le long de mon voyage. On va voir les copains. Ah, je crois que ça arrive. Ça y est, Hugo nous apporte les huîtres. C'est pour ça que je suis venu. Mission accomplie. Mes belles huîtres. Merci Hugo. Bon les amis, eh bien c'est sur cette bonne humeur que se termine ce voyage sur le canal du Midi. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué finalement tout au long des kilomètres que j'ai parcourus entre Toulouse et l'étang de Thau. C'est la convivialité, la gentillesse de ceux qui m'ont accueilli, puis un côté très brut de décoffrage. On parle avec son cœur, on parle avec ses tripes, on rigole beaucoup. Je crois que j'ai jamais autant ri. Et finalement ce canal, il fait le trait d'union entre des gens extrêmement différents, que ce soit ces gens qui font de l'aviron à Toulouse que j'ai pu rencontrer, les agriculteurs, les conteurs au fil de l'eau ou encore les ostréiculteurs de l'étang de Thau. Et franchement, je vous conseille de découvrir ça. Allez, à l'attaque, c'est parti. Et je vous dis à très bientôt. Salut!